Bonjour tout le monde et merci pour l'invitation. La présente conférence que je vais faire est extraite d'un article que Pierre et moi avons écrit en 2013 et qui a été soumis et qui sera possiblement publié en début 2015. Et l'article est donc intitulé « La démocratisation de l'enseignement supérieur au Canada, la face cachée de la massification ». Cet article s'inscrit aussi, je dois le souligner, dans le prolongement des travaux du projet Transition, le projet qui est dirigé par Pierre Doré, si je ne me trompe pas, depuis 2007. Projet qui a d'ailleurs été à l'origine de plusieurs publications, dont notamment 12 notes de recherche. Et ce projet avait été financé par la Fondation des bourses du millénaire. J'ai donc avec moi Pierre Doré qui ne va pas intervenir dans la présentation, mais pourra répondre à certaines de vos questions. Donc l'objectif de cet article était de s'interroger sur les liens entre la massification et la démocratisation de l'enseignement supérieur au Canada. En d'autres mots, on se demande si l'enseignement supérieur qui s'intensifie et qui se massifie de plus en plus, si ça conduit à une démocratisation, oui ou non. Dit autrement, en termes sociologiques, c'est se demander si à l'intérieur de cette massification, il y a accroissement des chances de mobilité sociale pour les personnes issues des milieux défavorisés. Et donc, est-ce que la massification de l'enseignement entraîne-t-elle la justice sociale ou plutôt favorise le maintien et la reproduction des inégalités sociales? Le deuxième objectif, c'est d'examiner les inégalités scolaires dans l'enseignement supérieur au Canada, et ce à la lumière de la typologie de Merle, élaborée en 2000, typologie sur laquelle je vais revenir tantôt. En fait, comme tout article, évidemment, on a essayé d'identifier quelques pistes interprétatives, quelques théories qui pourraient nous permettre de comprendre pourquoi les inégalités dans l'enseignement supérieur persistent, malgré justement la massification qui s'intensifie. Alors, la première réponse, disons, on peut la trouver chez Prost et Lucas, pour qui le concept de démocratisation a deux facettes ou deux dimensions. D'abord, une dimension qualitative, puis une dimension quantitative. Et l'une n'implique pas nécessairement l'autre. C'est sûr que pour qu'il y ait démocratisation, il faut qu'il y ait un nombre croissant d'individus qui accèdent aux études supérieures, mais est-ce que sur le plan qualitatif, y a-t-il une démocratisation nécessairement? Pas nécessairement. Donc la démocratisation quantitative, c'est, si vous voulez, c'est l'augmentation du nombre de jeunes qui accèdent aux études supérieures, mais aussi c'est la présence des groupes issus qui représentent l'hétérogénéité de la population. Alors que la dimension qualitative, elle, renvoie à la diminution des inégalités entre les groupes sociaux, que ce soit les hommes et les femmes, que ce soit le milieu rural et le milieu urbain, que ce soit les groupes ethniques qui composent la population. Mais cette réponse est seulement qualitative. Et donc, l'avantage de la typologie de Merle, c'est que cet auteur va plus loin. Donc, et selon donc l'équilibre qui peut exister entre la dimension qualitative et la dimension quantitative, l'auteur distingue trois formes. D'un côté, la démocratisation peut être uniforme. Elle est uniforme lorsque tous les groupes sociaux observent une augmentation, un accroissement des jeunes qui accèdent aux études supérieures, mais que les écarts en fait persistent, les écarts se maintiennent. C'est relativement les mêmes proportions. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait observé par exemple Jenks aux États-Unis en 1972. Et je dirais même Pierre Bourdieu avait fait le même constat dans les années 60 dans son ouvrage Les héritiers. Et il montrait que même si il y a un accroissement des jeunes qui fréquentent les universités,
que les proportions, les écarts restaient relativement identiques. Mais on peut avoir aussi une autre situation, celle d'une démocratisation quantitative, mais qui est sur le plan qualitatif ségrégative. C'est-à-dire on observe un accroissement des jeunes issus de différents groupes sociaux qui fréquentent les études universitaires ou supérieures en général, mais les écarts sont plus élevés dans les groupes sociaux les plus favorisés. Bon, on peut parler par exemple, dans le cas des grandes écoles, on peut trouver des situations où ce sont les jeunes qui viennent des familles favorisées qui sont proportionnellement plus nombreux dans les universités ou dans les filières les plus prestigieuses, tout en observant une augmentation des taux ou du nombre de jeunes issus des milieux défavorisés. Et on peut trouver une situation, la situation idéale évidemment c'est celle de la démocratisation égalisatrice. C'est quand évidemment il y a un équilibre entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a une justice sociale, c'est-à-dire qu'il y a davantage d'accroissement du nombre et de taux de fréquentation de jeunes issus des milieux défavorisés. C'est ce que j'explique ici dans les diapos. Et donc dans cette situation par exemple, c'est ce que Dulbera et qui fait la paire, le déplacement et la recomposition des inégalités. Et cet auteur constate qu'en France, oui, il y a une égalité, il y a une démocratisation au niveau de l'enseignement secondaire, mais quand on observe ce qui se passe dans l'enseignement supérieur, des inégalités se sont plutôt accrues entre les milieux, ceux qui qualifient les jeunes qui viennent des milieux populaires et ceux qui viennent des milieux socialement favorisés. Et donc la question qu'on s'est posée dans cet article, ou plutôt trois questions, sont les suivantes. Premièrement, la démocratisation de l'enseignement supérieur qu'on observe au Canada est-elle égalisatrice, uniforme ou ségrégative? La deuxième question, la situation est-elle similaire aux études collégiales et à l'université? La troisième à laquelle on a tenté de répondre aussi, c'est de savoir si l'effet de l'origine sociale s'atténue dans le temps de manière à ce qu'on puisse attribuer les inégalités aux différences de compétences, c'est-à-dire aux différences de performance scolaire, ou au contraire, si ces inégalités se maintiennent, ce qui appuierait alors que à l'intérieur de cette massification de l'enseignement supérieur, il y a des pratiques de ségrégation ou d'exclusion sociale. Le modèle que nous avons suivi est très simple. Nous avons tenté d'examiner donc le lien qui existe entre le statut socio-économique des parents et les chances d'accéder à l'université, au collège, ou sinon la probabilité inverse, c'est-à-dire celle de ne pas aller ni à l'université ni au collège. Les données utilisées, qui probablement vous sont familières, sont tirées de l'enquête auprès des jeunes en transition, qui est une enquête longitudinale. Enquête qui a été menée auprès d'un sous-échantillon de jeunes qui avaient 15 ans en 1999 et qui avaient passé les tests PISA en 1999. Jeunes qui avaient tous donc 15 ans en 1999. Et donc Statistique Canada a repris un échantillon de ces jeunes et a mené une enquête longitudinale, une observation tous les 2 ans, pour avoir des informations sur les épisodes, sur les transitions scolaires et les transitions, les changements qui s'opèrent dans leur vie, que ce soit la vie familiale, que ce soit l'insertion professionnelle et les parcours scolaires. Donc ce qui nous intéresse ici alors, c'est surtout les parcours scolaires. Et au dernier cycle que nous avons utilisé, qui est le cycle 5, il est resté 14 505 répondants. Et donc, comme je le disais, la variable dépendante qui nous intéresse ici, c'est l'accès aux études supérieures, soit l'accès à l'université ou au collège.
entre 2000 et fin 2008, c'est-à-dire au moment où les jeunes avaient entre 16 ans et 24 ans. La variable indépendance, c'est le statut socio-économique des parents que nous mesurons ici par le revenu des parents et leur scolarité. Et nous avons fait des analyses multivariées, donc la régression multinomiale, où nous avons pris compte des variables scolaires, soit les résultats scolaires, et d'autres variables associées au parcours scolaire, le niveau d'engagement aux études, les attributs individuels, par exemple le sexe, l'origine ethno-culturelle pour les élèves issus des familles immigrantes, le lieu d'habitation rural ou urbain. Et nous avons tenu compte des systèmes scolaires en incluant dans le modèle d'analyse la province ou la région. Alors, que nous disent les résultats par rapport à la question que nous nous sommes posée? Soit, je rappelle, est-ce que la massification de l'enseignement supérieur a-t-elle entraîné une démocratisation de cet enseignement? Si oui, cette démocratisation est-elle égalisatrice? Est-elle uniforme ou ségrégative? Alors, ce qu'on peut observer ici, et les histogrammes à gauche, ça représente donc la proportion des jeunes qui ont accédé à l'université ou au collège en tenant compte du revenu de leurs parents que nous avons divisé en 4 catégories, soit ceux du premier quartile, deuxième quartile, troisième quartile et quatrième quartile, c'est-à-dire le premier quartile étant évidemment ceux qui viennent des milieux, des familles où le revenu est plutôt faible, le quatrième étant celui où les familles ont un revenu plutôt supérieur. Alors on peut constater effectivement qu'il y a une massification de l'enseignement supérieur, que ce soit au collège ou à l'université, dans la mesure, par exemple, chez les jeunes issus des familles dont le revenu se situe dans le premier quartile, on a 60% qui accèdent à l'enseignement supérieur, soit 34% à l'université et 26% au collège. Mais attention, on peut déjà constater qu'il y a une démocratisation que l'on peut qualifier de ségrégative dans la mesure où, chez ceux qui viennent des familles à revenus supérieurs, c'est-à-dire le quatrième quartile, cette proportion n'est pas de 60%, mais plutôt de 87%. Donc, à ce niveau déjà, on peut voir qu'il y a une inégalité selon le niveau de revenu des parents. Mais mieux encore, on peut voir une certaine ségrégation sociale entre le collège et l'université. Si chez les jeunes issus des familles à revenus faibles, la proportion de ceux qui vont à l'université est de 34%, celle-ci est de 61% chez ceux qui viennent des familles à revenus supérieurs. Donc déjà là on peut établir ce premier constat. Si on observe les histogrammes qui sont à droite, c'est-à-dire en fonction du niveau de scolarité des parents, nous avons distingué les jeunes qui viennent des familles dont le parent le plus scolarisé a un diplôme du secondaire ou moins, soit alors le parent le plus scolarisé a un diplôme d'études postsecondaires collégiales, et troisième catégorie, le parent le plus scolarisé a un diplôme d'études universitaires. Là, on constate une certaine similitude, c'est que effectivement, il y a une massification. 65% de ceux qui viennent des familles les moins scolarisées accèdent aux études postsecondaires, soit collégiales ou universitaires. Mais attention, cette proportion, chez ceux qui viennent d'une famille de niveau universitaire, cette proportion est plutôt de 94%. Donc, on peut y voir déjà une différence de 30%. Et là, donc, on peut dire qu'au niveau de l'enseignement supérieur, en général, il y a encore une démocratisation, mais qui est ségrégative. Et la démocratie ségrégative est d'autant plus forte à l'université, encore une fois, parce que chez les jeunes issus des familles moins scolarisées, la proportion de ceux qui vont à l'université
est de 34%, mais chez ceux qui viennent des familles dont les parents ont un niveau d'études universitaires, cette proportion est de 78%. Encore là, oui, il y a une massification qui est quantitative, il y a une démocratisation, pardon, qui est quantitative, mais sur le plan qualitatif, elle est ségrégative. Nous sommes essayés à faire un exercice de démographie et nous avons... Est-ce que je pourrais enchaîner? À la fin de ça? Oui, je préfère. Et nous avons essayé de voir le profil des étudiants, si le profil des étudiants qu'on trouve dans les établissements d'enseignement collégial et dans les universités, si leur profil reflète le profil de la population, tout en supposant évidemment que l'échantillon que nous avons utilisé est représentatif, d'autant plus qu'il est pondéré. Et voici ce que nous avons fait. Donc nous avons regardé la scolarité des parents et le revenu des parents. Dans les deux cas, l'histogramme qui est plus à gauche, ça représente le profil, je dirais, des parents. Et on peut constater que dans l'échantillon que nous utilisons, 16% viennent des familles ayant un niveau d'études universitaires. Mais quand on va quand on regarde ceux qui fréquentent le profil des étudiants, on constate que ces jeunes-là constituent 26%. Donc, ce qui signifie en fait une surreprésentation, je dirais, de 10%. À l'inverse, on peut considérer les jeunes qui viennent des familles moins scolarisées, qui constituent 45% de l'échantillon, mais quand on regarde leur proportion à l'université, on constate qu'ils constituent 33%. Donc, il y a une sous-représentation, on pourrait dire, de 12%. Mais et à ce niveau aussi, on peut conclure qu'il y a une démocratisation ségrégative. Là où il y a évidemment une démocratisation que je dirais relativement égalisatrice, c'est au niveau de ceux qui viennent des milieux que l'on pourrait qualifier classe moyenne, ceux qui viennent des familles dont les parents ont un niveau d'études collégiales. Donc, ils constituent, si vous voulez, 39%. Et quand on regarde dans l'université, ils sont 41%. Ce qui, on pourrait dire, c'est relativement assez représenté. Au niveau collégial, il y a une certaine surreprésentation. La situation est presque semblable quand on considère le revenu. Nous sommes posé la question suivante, à savoir, est-ce que ces inégalités ne seraient peut-être pas plutôt liées aux performances scolaires, auquel cas on pourrait plutôt attribuer ces inégalités à la méritocratie, donc aux compétences des individus. Et nous avons donc contrôlé pour les notes, la moyenne générale, les scores puissants à lecture, le niveau d'engagement aux études, c'est-à-dire le nombre d'heures que les jeunes consacrent aux devoirs à la maison. Est-ce qu'ils travaillent plus à leurs études? Est-ce que ces inégalités sont plutôt liées au niveau d'engagement à leurs activités scolaires? Les aspirations scolaires à 15 ans, les aspirations des parents eux-mêmes, parce que les aspirations des parents ont une influence sur l'accès aux études supérieures. Le sexe, parce qu'on sait qu'il y a une différence de persévérance entre les filles et les garçons. Le lieu de résidence, les milieux ruraux et les milieux urbains, parce que des études de Freinet, entre autres, ont montré que les jeunes issus des milieux ruraux accèdent moins, par exemple, à l'université. Puis nous avons tenu compte de la province pour tenir compte de l'organisation du système scolaire. Et nous avons, pour simplifier l'interprétation, nous avons utilisé les rapports de compte. Alors, dans un premier modèle, où nous incluons le statut socio-économique des parents, c'est-à-dire le revenu et le niveau de scolarité des parents, les résultats montrent qu'il y a quand même une certaine différence qui est significative,
que plus le revenu est élevé, plus la probabilité d'accéder aux études collégiales est élevée, ainsi qu'à l'université. Et cette différence est d'autant plus élevée, bien sûr, à l'université. Dans le modèle 2, nous avons contrôlé les deux et nous avons vu que la différence diminue, mais se maintient. Malgré tout, même quand on tient compte des variables que j'ai décrites précédemment, la probabilité d'accéder aux études universitaires est 7 fois plus élevée quand on vient d'une famille dont au moins un parent fait des études universitaires par rapport à une famille dont le parent le plus scolarisé a seulement une étude et un diplôme d'études secondaires au moins. Donc là, on peut dire que oui, c'est l'influence du statut socio-économique des parents passe par le revenu et la scolarité des parents, et que l'on peut considérer comme des variables médiatrices, mais il y a d'autres variables associées à l'origine qui maintiennent cet écart selon le statut socio-économique des parents. Donc on peut encore une fois conclure qu'il y a une massification de l'enseignement supérieur qui laisse un glissement sur le plan qualitatif d'une démocratisation plutôt ségrégative. Donc on peut conclure, pour conclure, on peut se demander si on est en situation de démocratisation uniforme, ségrégative ou égalisatrice. Comme je l'ai dit, les résultats que nous avons obtenus laissent plutôt entrevoir la situation d'une démocratisation au plan qualitatif qui est ségrégative. Est-ce qu'on peut dire que c'est une démocratisation uniforme? Les données que nous avons ne nous permettent pas de le confirmer parce que pour ce faire, il faudrait qu'on ait plusieurs cohortes. Mais la littérature que nous avons consultée allait plutôt dans ce sens. Wona, qui avait fait une étude en 1999, surtout au Canada, avait considéré plusieurs cohortes à partir, je pense, des années 39 et avait montré que, en fait, le système scolaire au Canada produisait des mécanismes qui favorisaient constamment la reproduction sociale et que les inégalités dans l'enseignement supérieur, particulièrement à l'université, avaient augmenté au fil des années, même si on est en présence d'une démocratisation indéniable. Néanmoins, on peut nuancer les résultats, on peut dire que la situation varie entre le collège et l'université et on observe une tendance plutôt relativement égalisatrice pour ce qui est des études collégiales. Et comme nous l'avons vu, les différences sont moins importantes. Mais à l'université, la démocratisation est nettement ségrégative. À la troisième question que nous nous sommes posée, donc quelles sont alors les pistes interprétatives, comment expliquer ça? On peut dire qu'il y a à peu près, sur le plan sociologique, 3 mécanismes en jeu qui pourraient permettre de comprendre son métier des inégalités et voire même cette augmentation des inégalités. Il y a d'abord les effets de structure sociale. Donc, cette démocratisation ségrégative se maintient et se nourrit par, disons, les inégalités de capital culturel. Et là, je m'appuie sur la théorie de la reproduction sociale de Bourdieu. Mais il n'y a pas que les effets de capital culturel, mais il y a aussi des effets de choix rationnels, pour parler de la théorie de Boudon. En réalité, quand on creuse, quand on fait des analyses de croisement, on constate que à une performance équivalente, donc pas des performances scolaires équivalentes, la décision de poursuivre des études universitaires varie selon qu'on vient des milieux favorisés ou défavorisés. Autrement dit, il y a une certaine autosélection.
Et cette auto-sélection s'observe surtout chez les jeunes issus des familles moins scolarisées. Donc, quand ils ont des notes ou si vous voulez, des performances relativement moyennes ou inférieures, ces jeunes-là hésitent à aller à l'université parce que la réussite y est moins certaine. Donc, ils préfèrent aller au collège ou ne pas aller du tout à l'enseignement supérieur. Donc, il y a une auto-sélection. Mais est-ce qu'on peut dire que, oui, on constate qu'il y a une autosélection, on constate qu'il y a des différences, un effet de capital culturel, mais est-ce qu'on peut dire que la démocratisation ou les politiques de démocratisation ont plafonné? Autrement dit, au-delà de l'égalité des chances qui a été instaurée dans les différentes provinces, doit-on dire que doit-on encore interroger les politiques éducatives? En d'autres termes, est-ce qu'il y a moyen d'améliorer la situation ou alors la situation est stagnante? En d'autres termes, les politiques éducatives et publiques sont-elles neutres dans cette situation? Est-ce qu'on peut apporter des changements? La réponse est, si vous voulez, la discussion que nous avons fait à la fin de l'article, c'est que nous avons constaté qu'il existe une certaine articulation entre les politiques publiques en général et les politiques éducatives. C'est ce que nous résume, je dirais, Fellouzzi dans cette phrase. Il dit ceci: être scolarisé, c'est une chose, mais les conditions de scolarisation en sont une autre et peuvent influer de façon notable sur les inégalités, sur la nature des parcours scolaires, l'orientation et, in fine, sur l'accès réel à l'éducation. Autrement dit, à l'intérieur des systèmes scolaires, même s'il y a égalité des chances d'accès à n'importe quel niveau d'études, le système, si vous voulez, produit constamment des mécanismes qui favorisent les inégalités entre les jeunes issus des milieux différents. Et c'est ce que nous avons essayé de schématiser sur le graphique que vous avez devant vous. Et en nous appuyant donc sur les études récentes d'Andres et Péchard de UBC, c'est que les politiques publiques, en fait, influencent l'organisation du système économique. Et quand on parle des politiques publiques, je me réfère particulièrement à l'ouvrage d'Esping Andersen, ce sociologue suédois qui distingue les régimes providentiels néolibéraux, dont fait partie le Canada, les régimes providentiels conservateurs, par exemple la France, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, puis les régimes providentiels sociaux-démocrates, et là c'est les pays nordiques, par exemple la Suède, la Norvège, le Danemark, et dans une certaine mesure les Pays-Bas. Et donc les politiques publiques peuvent influencer l'organisation du système économique, et l'organisation du système économique influence aussi l'organisation du système scolaire. Évidemment, l'organisation du système scolaire dans chaque pays est influencée par les politiques publiques. Est-ce que les politiques publiques sont, comment dirais-je, accordent une importance, par exemple, à la réduction des inégalités sociales, oui ou non, et si oui, jusqu'à quel point. Et en même temps, l'organisation du système économique influence la structure du marché. Et quand je parle de structure du marché ici, je dis le renouvellement des emplois. Quels sont les emplois nouvellement créés? Est-ce que ce sont des emplois qui exigent, par exemple, la formation professionnelle ou plutôt la formation universitaire? Et cette structure du marché, ce renouvellement de la structure du marché, influence aussi l'organisation des trajectoires scolaires et le nombre de places disponibles dans les établissements. Cette organisation, évidemment, est influencée aussi par l'organisation du système scolaire, par le biais, par exemple, des pratiques de sélection et des parcours scolaires, la différenciation des parcours. On pourra y revenir en temps et lieu.
La structure du marché, évidemment, la manière dont elle change à travers le temps, ça influence la valorisation de l'enseignement supérieur. Dans certaines sociétés, l'enseignement supérieur est plus valorisé que dans d'autres systèmes, que dans d'autres sociétés. Et le niveau de valorisation de l'enseignement supérieur influence évidemment le niveau de massification de l'enseignement supérieur. Et le tout, en fait, l'organisation du système scolaire et l'organisation du système économique avec tout ce qu'il génère, influence le niveau de compétition, ou si vous voulez, les mécanismes de compétition, d'adaptation et d'exclusion qui se produisent à l'intérieur de la société. Et donc, on peut dire que les mécanismes, si vous voulez, qui génèrent ou qui entretiennent la démocratisation ségrégative, égalisatrice ou uniforme dans une société sont les résultats à la fois de ce qui se passe dans les relations sociales, donc à l'intérieur de la société, chez les individus, dans les familles plus individuellement, mais aussi au niveau de l'organisation des politiques publiques qui influencent à la fois le marché économique et le marché scolaire. Voilà donc comment je peux résumer la discussion, ce que nous avons apporté par rapport aux théories sociologiques qui, en notre sens, en fait, laissent seulement constater, mais sans s'interroger sur les possibilités de changement que l'on pourrait amener dans l'avenir. Merci. C'est nous qui vous remercions. Vous avez tenu l'oreille. Très bien. Et donc, il y a des questions déjà. Oui. Non, mais je ne veux pas prendre le plancher. Mais si, allez. Ouais. Moi, j'ai un problème avec le cadre théorique, en fait. On a le même problème parce que je me souviens, dans les séminaires doctoraux de Nick, on présentait les mêmes choses avec les inégalités dans le système scolaire. Et il faudrait en fait qu'il y ait... Il y a deux composantes, dans le fond, dans la massification. Il y a l'augmentation du niveau général et l'augmentation de la diminution des inégalités. Tant si on ne sépare pas les deux, il y a toujours une confusion constante, moi je trouve, parce que c'est souhaitable qu'il y ait toujours une massification. Mais après, le niveau d'inégalité qui va rester, qu'on veut avoir, parce qu'il faut toujours en avoir des inégalités, mais maintenant on peut pouvoir le réduire pour un niveau. C'est comme deux questions en fait, séparées, qui sont entremêlés, souvent. Plusieurs fois que ça m'arrive. Peut-être moi qui est confus. L'autre problème que j'ai, c'est l'équation entre le cadre théorique et en fait les résultats que vous donnez. En fait, vous avez des données transversales. En fait, c'est des données longitudinales d'objets, mais vous avez seulement pour une cohorte, et là vous parlez de massification, démocratisation, de type de massification, démocratisation, ce qui suppose un processus, alors que vous avez des données d'une photographie. Alors, on ne sait pas si c'est pire ou moins pire, et tout au long de la présentation, on voit que les conclusions, les déductions sont assez fortes quand même. Bon, il y a des sociétés ségrégatives, etc., alors qu'on n'a pas de données avant. Bon, il y en a dans la littérature, on en avait parlé un peu, mais on ne sait pas si c'est comparable, on ne sait pas si c'était les mêmes contrôles, donc c'est difficile. Ou par rapport à quand même, par rapport à 30 ans, il me semble qu'il y a eu clairement une démocratisation. Par rapport à il y a 5 ans, peut-être pas, peut-être que ça régresse. Donc il manque l'échelle de temps. Je vais commencer par la dernière question parce que c'est, je la vois plus claire. Oui, c'est vrai, il faut se demander ce que, par rapport à 30 ans, il y a eu une amélioration. Oui, c'est sûr, la démocratisation, elle est indéniable. Elle est indéniable parce qu'il y a eu, à l'intérieur de cette massification, il n'y a pas seulement l'augmentation du nombre de jeunes qui fréquentent les études supérieures, mais il y a aussi, cette massification reflète l'hétérogénéité qu'on trouve dans la population. Et je m'explique. Il y a 30 ans, il y a 50 ans, il y avait relativement peu de filles dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, il y a plus de filles que de garçons dans l'enseignement supérieur. Bon. Il y a
il y a plusieurs années, il y avait presque pas d'autochtones dans la... Je ne sais pas, mais je pourrais dire qu'il y avait laquelle l'accès des autochtones à l'enseignement supérieur s'est beaucoup amélioré, que ce soit au niveau de l'enseignement supérieur ou à n'importe quel autre niveau. Maintenant, la question que l'on peut se poser, bon, mais des milieux défavorisés aussi, des jeunes, des enfants, des familles dont les parents sont des ouvriers, il y en avait relativement très peu. Aujourd'hui, comme je l'ai montré, il y en a. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on a atteint la démocratisation, que c'est parfait, est-ce que les inégalités ont disparu? Et la démocratisation ne se réduit pas à l'égalité des chances. C'est aussi l'équité. Et quand on parle d'équité, ce n'est pas l'égalité des chances. L'équité, c'est donner plus à ceux qui ont moins d'ailleurs. C'est là que l'on peut parler d'équité ou de justice sociale. Donc, les écarts, en fait, se sont maintenus et dans certains cas, se sont maintenus. Et là, quand j'ai parlé de démocratisation ségrégative, j'ai parlé essentiellement de l'accès aux études universitaires, mais dans la typologie d'Omer, par exemple, il parle de la polarisation sociale de l'orientation scolaire. Aujourd'hui, si on a un enseignement supérieur ou un enseignement universitaire de masse, mais encore faut-il voir qui va ou dans quelle discipline, qui est-ce qui fréquente les disciplines qui donnent des emplois prestigieux. Pas plus tard qu'hier, une de nos collègues nous disait que la première étape de l'insertion professionnelle pour un diplômé de sciences humaines, c'est le chômage. Voilà. Donc, pour dire que en sciences humaines, c'est un domaine défavorisé. Et c'est un domaine où on retrouve essentiellement les jeunes issus des milieux défavorisés qui accèdent aux études universitaires et qui vont dans les facultés, dans les facultés les plus prestigieuses. Donc là, il y a une polarisation. Donc on peut dire que même s'il y a massification, même si c'est vrai la situation s'est améliorée, à l'intérieur de ça, il reste encore quand même des aspects ou des dimensions de justice qu'il faudrait revoir et re-questionner. Mais ce n'est pas dans vos données. C'est pas dans nos données. Nos données sont très limitées. Nous avons essayé de voir si on peut examiner la question. Il y a un regroupement des variables de sorte qu'on ne peut pas examiner la question. Je ne me rappelle pas de la première question. La question, c'est l'évolution, l'impact de la massification sur le niveau général d'éducation. Après, et sur le niveau relatif. Donc, en général, par exemple, les Québécois et les Canadiens sont plus éduqués qu'auparavant. Il y a possiblement encore des inégalités de raison. Est-ce qu'il n'y a pas une vertu à l'augmentation du niveau général en soi? Donc, donc les inégalités pourraient ne pas diminuer, mais comme le niveau d'éducation générale augmente, c'est quand même positif socialement. C'est ce que nous disons ici, c'est que il y a quand même une réduction, on peut le dire, une réduction des inégalités, mais où est-ce qu'on observe? Au niveau secondaire, les inégalités ont tendance, je dirais, à disparaître, à réduire, à diminuer de façon significative. Il faut dire que aujourd'hui, on a 85% qui, même après 20 ans, ont un diplôme d'études secondaires. On peut dire qu'on a essayé de minimiser les inégalités à ce niveau-là. Et on observe une tendance semblable, je dirais, au niveau de la formation professionnelle collégiale. Mais est-ce qu'à l'université, c'est le cas? Non. À l'université, on observe plutôt une tendance plutôt ségrégative. C'est ce que je dirais, je crois, c'est vrai au Québec, c'est vrai ailleurs au Canada. Et quelles que soient les données que l'on peut utiliser dans les différents colloques que j'ai suivis, que ce soit les données tirées du recensement, le constat est le même. Je veux juste rajouter par rapport à l'idée que tu soulèves quand tu parles de massification et de la vertu en soi de la massification. En fait, si on veut l'associer avec la typologie de Merle,
l'effet, la valeur que tu donnes à l'augmentation du nombre, c'est la démocratisation uniforme. Exact, oui, c'est ce que j'ai vu, mais c'est donc il y a la combinaison de deux types. L'idée de la typologie de Merle, c'était d'essayer justement de distinguer les processus par rapport au fait que, globalement, dans les pays occidentaux, et même dans beaucoup de pays du Sud, on a connu au cours des 50 dernières années une croissance importante, et c'est pas rien qu'une croissance démographique, c'est une croissance importante de la population qui va dans les études postsecondaires. Donc, et l'idée de l'uniforme ségrégative et égalisatrice était justement d'essayer de décomposer, si tu veux, les processus à l'intérieur du grand processus de massification. Ça fait trois branches. Oui, c'est des choses qui arrivent simultanément. Oui, mais c'est parce que, regarde, dans le cas des... quand on regarde les données, là, puis qu'on les combine, puis en tout cas dans l'article, c'est tout clair. Quand tu regardes la question des femmes, des inégalités hommes-femmes, on a, puis là, dans ce cas-là, effectivement, on a pris soin, là, on a un tableau là, historique. Là. Les femmes, aujourd'hui, ont une probabilité plus élevée que les hommes d'aller dans l'enseignement technique et aller à l'université aussi. Donc, en quelque part, et là, effectivement, tu as raison de ne pas te donner historique, mais en quelque part, on voit bien que là, il y a eu une démocratisation égalisatrice qui s'est produite. Mais en même temps, chez les femmes, quand tu regardes maintenant les domaines d'études, tu t'aperçois que la démocratie, il y a une part de la démocratisation qui reste ségrégative, parce qu'en quelque part, les femmes restent dans les domaines traditionnels d'emploi. Ouais, ça, il y a un problème de métrique, au fond. Parce que là, on regarde juste l'accès à l'université, le diplôme, alors oui. il faut tenir compte. Il faudrait, oui, pour être juste, il faudrait, pour avoir des données, les données parfaites, là, c'est des données historiques, longitudinales, qui tient compte de l'accès à l'enseignement postsecondaire, mais par domaine. Moi, ma connaissance, j'en connais pas. Donc, mais ça n'empêche que on est tout à fait d'accord, on se le disait quand on écrivait le papier, qu'en quelque part, il y avait un aspect historique, mais n'empêche que ces catégories-là permettent d'aller au-delà, permettent de confronter et de préciser des processus à l'intérieur d'un grand mouvement. Oui. Dans les GEP, il n'y a pas le domaine d'études? Les domaines d'études sont regroupés, genre sciences et sciences appliquées. Oui, puis là, on va une hiérarchie juste comme ça. Ou sciences de la santé. Mais la science de la santé, non, les sciences infirmières et médecine. Mais ce que je voudrais ajouter, évidemment, par rapport à ce que vient de dire Pierre, c'est que il ne faut pas penser qu'entre les trois formes de démocratisation, il y a une cloison étanche. Ah oui, totalement, oui, c'est ça. C'est plutôt des tendances. Oui. Et je dirais que quand on compare le Canada par rapport au reste des pays, le Canada qui d'ailleurs, malgré son orientation idéologique et néolibérale, a des tendances aussi socio-démocrates. On voit qu'il y a un chevauchement entre les trois types de démocratisation qui distinguent Merle. Mais, comme je l'ai souligné, il y a des aspects sur lesquels on voit vraiment une tendance davantage ségrégative, surtout quand il s'agit d'un niveau d'études ou d'un domaine d'études prestigieux et qui est donc par conséquent beaucoup plus compétitif. Mais sinon, le Canada, d'ailleurs, fait partie, je ne l'ai pas souligné, fait partie des pays où l'accessibilité aux études supérieures est le plus élevé, aux côtés de la Corée du Sud, du Japon et de la Fédération de Russie. Mais est-ce que
l'équité, on peut affirmer que la question de l'équité est réglée, non pas encore. Est-ce qu'il y a eu, au niveau du processus, est-ce qu'on a connu des avancées là-dessus? Ça, c'est indéniable. Moi, je me posais la question aussi par rapport à votre étiquette théorique et par rapport à Merle, donc c'est en français, avec le contexte français qui est très différent, même si c'est dans une approche internationale. Mais, et ça c'est peut-être parce que je ne connais pas grand-chose, donc ma question, vous allez peut-être répondre facilement. Vous arrêtez en fait à la ségrégation au niveau collégial et universitaire, mais il me semble qu'ici, on peut aussi parler d'une ségrégation bien avant, au moment justement du secondaire, lorsqu'on voit toutes les écoles privées possibles. Et donc, est-ce que la ségrégation, dans le contexte peut-être plus canadien que français, n'a pas lieu déjà bien avant? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous parlez du Canada, et je pense qu'il y a quand même une grande différence entre le Québec et le reste du Canada, notamment par rapport au coût d'accès à l'université. Donc, quel est cet impact aussi sur les études supérieures? Première question, je répondrai par ce que nous avons tenté à travers ce schéma. Et justement, à travers ce schéma, sur la discussion, et je suis d'accord avec vous, les mécanismes de ségrégation ou d'exclusion n'arrivent pas spontanément à l'université. C'est toute une construction, c'est tout un processus qui se structure au fur et à mesure, déjà depuis, on pourrait dire depuis la maternelle. Aujourd'hui, on parle même, j'avais entendu quelqu'un me parler de comment dirais-je, certains palmarès, la qualité des garderies et des maternelles. Déjà, là même, les parents choisissent une bonne maternelle. Puis, le primaire, puis le secondaire. Puis, on connaît toute la hiérarchie des établissements, surtout au Québec, les établissements privés, puis les établissements publics sélectifs. Donc, une école qu'on dit parfois à double, sinon à 3 vitesses. Là, c'est vrai, c'est un mécanisme de ségrégation, et c'est ce que j'appelle justement c'est ce que je qualifie ici d'organisation des trajectoires et des parcours scolaires. Donc, s'il y a une différenciation, s'il y a une ségrégation dans l'enseignement supérieur, c'est le résultat, entre autres, des politiques éducatives. Politiques éducatives, en fait, qui favorisent la différenciation des parcours scolaires. Les parcours scolaires qui se font à travers les pratiques de sélection entre les écoles. Ça, je suis d'accord avec vous. Il y a donc la sélection qui est pratiquée dans les écoles, mais il y a aussi la différenciation des programmes. On parle aujourd'hui des programmes enrichis, programmes internationaux. Tout ça sont des pratiques qui sont nourries, qui sont entretenues par le système scolaire et qui est reconnu, si vous voulez, avalisé par les politiques publiques en haut, et qui, si vous voulez, nourrissent, entretiennent des mécanismes de ségrégation sociale. Et ça c'est reconnu, c'est accepté, c'est avalisé par les politiques publiques, mais c'est aussi entretenu par la société, les familles elles-mêmes, parce que les familles sont maintenant en compétition pour une meilleure école maternelle, un meilleur établissement privé, quitte à poursuivre des études dans l'enseignement supérieur, pas n'importe quel enseignement supérieur, enseignement universitaire, pas n'importe quel enseignement universitaire dans une filière prestigieuse. Donc je dirais que la démocratisation ségrégative ne se produit pas à l'université, mais elle se construit au fur et à mesure de la scolarisation. Et à la question des cours d'accès, nous avons mis, pour tenter de neutraliser cette variable, nous avons inclus dans le modèle justement la variable province. Et donc là, nous avons tenu compte à la fois
des coûts liés associés à l'éducation, mais aussi, je dirais, au niveau de revenus, par exemple, des familles qui peut être différent entre les provinces, ainsi que d'autres conditions de vie en général dans différentes provinces, tout en sachant que les conditions de vie en Alberta sont différentes des conditions de vie dans une autre province, par exemple au Québec ou une province des Maritimes. Il y a ce qu'on ne peut pas contrôler évidemment, parce qu'on peut contrôler par exemple la question des villes, être à Toronto et être à Montréal, ou être au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça, on n'a pas d'emprise là-dessus, on en reste à des tendances générales, tout en sachant qu'à l'intérieur de chaque espace, il y a toujours des variations assez importantes, mais les résultats nous donnent au moins une tendance générale. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Il y a un point méthodologique à faire, là, que on ne peut pas penser le rapport aux écoles privées au Canada comme on le pense au Québec. En Ontario, les écoles privées sont des écoles privées. Canada Upper College, ou high school, je pense que c'est college, ça s'appelle, c'est dans Toronto, là, pas loin du centre-ville. Les frais de scolarité, là, la totalité des frais de scolarité sont payés par les parents. Le collège ne reçoit aucune subvention de l'État, ce qui est le cas du Québec. Et dans la majorité des provinces, on est dans la situation de l'Ontario et non pas du Québec. Et dans ce sens-là, on ne peut pas extrapoler la manière dont ça se passe ici dans les autres provinces, parce que dans les autres provinces, c'est sûr, tu as le top. Tu sais, l'avocat 500 000 par année, etc., etc. Là, tu sais, on n'est pas dans les classes moyennes ontariennes n'ont pas les moyens d'aller à Canada, Upper Canada College. Est-ce que c'est valide de faire une étude sur le Canada? Est-ce que ça... C'est sûr, mais nous, là, je répète ce qu'a dit Canisius, on a mis au moins les régions du Canada dans l'équation, ne serait-ce que pour contrôler. Qu'est-ce qu'on constate? Au niveau de l'accès à l'université, l'accès à l'université du Québec est similaire à celui de l'Ontario. Il n'y a pas de différence significative. L'Ontario étant notre base de comparaison. Dans les maritimes et surtout dans les prairies, il y a une propension plus grande que l'Ontario à aller à l'université. Et en Colombie-Britannique, il y a une propension nettement plus faible de ne pas aller à l'université. En quelque part, il y a des effets régionaux, provinciaux dans l'accès à l'université. Et dans le cas de la Colombie-Britannique, ça fait 25 ans qu'ils transforment leur politique universitaire, leur politique d'enseignement supérieur, parce que déjà à l'époque, ils trouvaient que le taux de personnes qui allaient à l'université était trop faible. Donc, ils ont créé des nouvelles universités, ils ont favorisé l'accès géographique, ils ont fait plein de changements dans l'organisation du système postsecondaire, du système universitaire, justement pour essayer de combler leurs différences par rapport aux autres provinces. Donc, c'est pas parfait, mais c'est là. Puis, c'est sûr que maintenant, il y en a 13 systèmes éducatifs au Québec, au Canada. Il y a trois territoires, puis les 10 provinces. Puis il n'y a pas une enquête qui étudie sérieusement les Yukon, les territoires du Nord-Ouest et les Nunavut. C'est jamais parfait, mais bon, on est conscient de la chose. Est-ce qu'il y a un cycle de l'ESG sur l'éducation? Un cycle quoi? Il y a eu 4 cycles où on pouvait effectivement faire des choses à partir de l'éducation. C'est ce qu'on a fait par ailleurs avec Benoît, là, où on a fait, entre autres, on a mesuré l'effet de la hausse des frais de scolarité, c'est à partir de l'ESG. Mais donc, il ne pourra pas faire ce genre de... On pourrait, avec pas beaucoup, on ne peut pas aller très loin parce que le nombre de variables utilisables est très limité. Ah oui. J'imagine qu'il n'y a aucune des variables académiques, genre Xavier, le PISA, le score PISA. Non, ça, le secondaire, on ne les a pas. C'est vraiment limité, là.
c'est ça que je te disais, la base de données idéale, là, elle n'existe surtout pas encore. Oui. Les programmes privés, en particulier dans les autres provinces, là, sont nettement ségrégatifs. Mais est-ce que les programmes spécialisés dans les écoles publiques le sont? Comme parce que tu parlais du programme international, c'est clair que ça crée des parcours différents entre ceux qui vont avoir accès à ces programmes spécialisés-là et puis ceux qui n'y ont pas accès. Mais est-ce qu'au niveau de l'éducation des parents ou du revenu des parents, il y a une ségrégation dans ceux qui ont accès à ces programmes-là? Donc, c'est ségrégatif même dans les écoles publiques. Et pourtant, ça devrait donner accès aussi à des gens avec des moyens moindres d'accéder à une formation plus intensive. C'est pas le cas. Je suis pas capable de te répondre précisément, là, mais c'est oui, il y a un effet ségrégatif dans la mesure où ça joue aussi sur ça joue aussi sur les notes, puis que les notes ne sont pas indépendantes du capital culturel des parents. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai aussi que par rapport à certaines situations, il peut y avoir un effet de démographie, de démocratisation égalisatrice. Là. Mais ça, je ne suis pas capable de te répondre, c'est assez difficile. Et puis encore une fois, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les programmes particuliers du secondaire ont été mis en place pour contrer l'exode vers le privé. Oui. Parce que, je ne sais pas, si on recule encore plus en amont, les CPE, on en parle beaucoup dans les journaux, là, présentement, à cause de la hausse des tarifs, mais on parle souvent de garderie. Les CPE, un des objectifs, c'était pas aussi de créer une espèce d'égalisation à l'accès, en particulier dans les classes défavorisées où on n'a pas le capital culturel des parents qui permet aux jeunes de se développer mieux, d'égaliser ça, les chances. Mais ça, donc, une meilleure garderie. Oui, mais je sais qu'il y a du monde qui, avec l'enquête là, sur les enfants, là, Tremblay et compagnie, là, je sais qu'ils ont regardé ça à un moment donné. Je ne suis pas capable de me souvenir de c'était quoi les résultats exacts. Mais oui, il y avait un objectif de ce type, mais je ne suis pas sûr que cet objectif-là a été très atteint. Mais ouais. Je ne suis pas capable de te dire, je ne suis pas capable de... Je ne mettrai jamais ma main au feu sur ce que je viens de dire. Mais c'est la mise en place des prématernelles dans les zones sensibles. Ouais. Donc finalement, ça c'est concerne pas là qu'on la les met. ségrégation. C'est pas là qu'on les met, c'est comme... L'école internationale est à Westmount au lieu d'être à Saint-Michel. Et puis l'école internationale. Non, il y en a une maintenant, je pense à Saint-Michel. Je pense qu'il y en a une à Saint-Michel. Joseph-François Perrault ils ont ouvert un cycle. Mais l'examen a lieu à la maternelle. Donc il y a le capital culturel. Ouais. C'est-à-dire que tu vas pour envoyer tes enfants dans ces écoles, tu as ton enfant qui a 3 heures d'examen pour y intégrer. Ah, mais tu t'en sors pas. 0 Non, à 5, tu t'en sors pas. Non, mais ouais. 4. Ben, C'est pour ça, c'est ça. Dans le développement, c'est des moments super importants, de 0 à 5 ans. Donc la ségrégation. Ah, mais tu n'es pas dedans, là, c'est même avant maintenant. Avant ça. Mais non, mais écoute, quand tu regardes l'histoire des théories, tu regardais à l'université, tu dis c'est au collégial que ça se passe. Quand tu dis tu es au collégial, c'est au secondaire que ça se passe. Quand tu es au secondaire, c'est au primaire, à la maternelle, à la prime enfance, mais là, ils sont rendus plus loin. Il y a un mélange de génétique puis de situation. Non, mais c'est assez particulier, mais bon. Je le dis plus en boutade, là, mais... Non, mais il y a des vrais fenêtres de développement. Des moments où la stimulation a un impact important. Le développement. Oui, c'est clair, ça. Donc, c'est ça. Donc, si les enfants sont sous-stimulés, ou à l'inverse, sous-stimulés, on peut certaines périodes. Mais en même temps, c'est pas irréversible. Non, absolument.
On est d'accord. Mais il n'y a rien là-dedans. Sauf Dans que- tout ça, il n'y a rien d'irréversible. Sauf que c'est toujours des facteurs qui s'accumulent. Oui, mais en même temps, il y a un discours qui les rend quasi irréversibles. Oui, ça, je comprends. On est d'accord. Moi, je dirais que dans un premier temps, en théorie, les maternelles, les garderies ont été instituées comme... C'était un moyen compensatoire pour les familles, je dirais, les moins nantis pour donner davantage de capital ou de ressources culturelles aux enfants pour les mettre à niveau et qu'ils réussissent au même titre que ceux qui viennent des familles aisées. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'école, c'est un instrument de démocratisation, d'égalisation des chances, mais c'est aussi un instrument que les particuliers utilisent pour la compétition, pour gagner plus de ressources. Et donc c'est là que l'école qui était censée, que ce soit au niveau de la maternelle ou au niveau de l'école primaire ou secondaire, là on peut parler de toute une pratique de sélection qui s'opère. Ces pratiques-là ont été instituées non pas pour égaliser les chances, non pas pour atteindre l'objectif de démocratisation, mais plutôt pour servir aux intérêts des individus, des groupes d'individus qui cherchaient à préserver leurs privilèges. Et je pense que la société va toujours fonctionner comme ça. Il y aura toujours des mécanismes qui seront générés par la société à différents niveaux pour justement le maintien le contrôle des ressources. Est-ce que les politiques publiques peuvent changer, atténuer cette situation? Moi, je crois que oui. Est-ce que ces inégalités, on peut les faire disparaître totalement? Je pense que non, parce qu'on est dans des contextes sociaux où il y a la liberté. C'est comme ça que je pourrais répondre à ça. Même dans les pays où on pense à tendance socio-démocratique, les pays nordiques en particulier, je lisais dans un article d'un certain Plante, la situation n'est pas parfaite, mais les écarts sont moins élevés par rapport à certains pays où plutôt les écarts sont extrêmes. Et je vais peut-être juste donner un exemple. Je travaille avec un collègue suisse et on faisait la comparaison entre le Canada et la Suisse. Et j'étais étonné que, par exemple, après la 12e année du secondaire, pour une partie des jeunes Suisses, le destin est défini. Ils savent qu'ils n'auront pas de chance d'accéder aux études supérieures parce qu'on sélectionne ceux qui vont passer dans les écoles de métier, les écoles professionnelles. Et la situation est rarement réversible. Au Canada, on est plutôt, le Canada, les États-Unis en général, les pays de tendance néolibérale, on a un tronc commun qui est relativement long, ce qu'on appelle un système comprehensive system, donc un cycle non différencié. Donc, les jeunes, même s'ils s'orientent vers le professionnel ou la formation générale, il y a toujours des moyens de bifurquer et d'aller un jour au poste secondaire, soit à l'université ou au collégial. Dans d'autres situations, la division se fait très tôt. Et donc, pour dire qu'il y a des mécanismes qui sont à la fois sociaux, qui sont opérés à l'intérieur de la société par les familles, mais que l'État, par exemple, peut les modifier. Et je pense que jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours cette compétition dans la société où les gens chercheront à contrôler les ressources. La société, justement, les politiques publiques sont là pour réguler cette situation pour qu'elle ne soit pas plutôt à l'extrême, comme c'est le cas qu'on trouve, je dirais, en Suisse et en Allemagne d'ailleurs. C'est différent le système. Je connais un peu. Là, il y a on quand parle. même des... Oui, je sais. Là, on parle de l'accès aux études. Ouais, c'est pas si carré que ça. Non, mais ce que dit Calicia, c'est pas nous qui le dit, c'est l'OCDE. Oui, mais c'est pas comme ça. Que l'Allemagne, encore, c'est le pays où les inégalités des chances est le plus fort. Oui, mais il y a quand même des
des ponts, ça se passe différemment. L'ingénieur, il sera ingénieur, mais au lieu d'être ingénieur en 10 ans, il sera peut-être ingénieur en 15 ans. C'est-à-dire qu'il va d'abord passer par l'apprentissage, ensuite... Oui, non, mais il y a une voie détournée, c'est vrai. Et c'est ça qui a mis de l'avant dans ces pays-là, d'expérience que j'ai. Oui, mais les rapports de l'OCDE que j'ai consultés, que je ne cite pas ici, le rapport 2010, produit en 2010, et celui de 2014, sur les données de 2012, montrait carrément des différences entre les pays de l'OCDE. Et même si ces pays sont comparables, il y a des pays où l'accès à l'enseignement supérieur est d'autant plus élevé, avoisine 60%, et d'autres pays où, soyons d'accord, c'est la massification aussi est autour de 30. Oui, donc on peut dire que c'est au niveau, en général, il y a des différences entre les pays, entre les systèmes. Oui, mais c'est ce que vous disiez aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est la perception du travail. C'est-à-dire dans ces pays, vous regardez le chômage des jeunes, il est beaucoup plus faible. Parce qu'en fait, ce qui n'est pas mis en avant forcément, ce n'est pas le diplôme, c'est plus le type de travail. Donc oui, avec les chiffres, on voit qu'il y a une différence, mais ce n'est pas forcément au niveau de la ségrégation, c'est aussi au niveau de la rationalité, au niveau de sa représentation du travail. C'est ces aspects-là aussi qui... Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais là, on est sur là. C'est l'angle de l'accès à l'enseignement supérieur. On n'était pas en train de parler du chômage. Ça, c'est une autre question. Est-ce que l'enseignement supérieur, l'accès à l'enseignement supérieur, est-ce que ça implique la justice sociale au niveau de l'emploi? Ça, c'est une autre question que l'on pourrait se poser. Oui, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, ben alors, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va remercier nos deux conférenciers, même s'il y en a un qui n'a pas présenté. Alors, bravo.